Mon cher Pag, nous voici dans une autre dimension, celle de l'extra. Je te laisse continuer. Joe Hammond s'intéresse à savoir, est-ce que Pierre-Luc Dubois pourrait être une bonne cible pour le deuxième trio pour le CH l'an prochain? Ben, une bonne cible, oui, mais d'après ce qu'on entend, les échos qu'on entend de Washington, eux, ils veulent continuer à être compétitifs. Ouais. Pourquoi ils échangeraient Dubois? Moi, je ne vois pas le Washington l'échanger. C'est Puis pas un s'il club en l'échangeait, est-ce reconstruction. que ça serait une bonne cible? Oui. OK, malgré le contrat, malgré... oui. Ouais. OK. Oui, c'est OK. quand même un gars costaud, Oui. tu sais, qui est complet, qui a le profil idéal. Mais est-ce pour que un tu deuxième donnerais, mettons, un Age en retour? Je te mets un peu sur la sellette, comme ouais. tu fais avec moi, là. Ouais. Un Zarovski? Ah, OK. Tu irais jusqu'à Zarovski, Toi, ni l'un ni l'autre. tu ne vas pas le chercher? Ben, oui, mais je donnerais pas autant. OK. Certains parlent de rendre Dylan Strome disponible, étant donné qu'un des Protas est disponible à jouer. Ouais, Dylan Strome, ça a été en dents de scie, hein. Des bonnes années, des moins bonnes années. Il semble avoir décollé. Il traîne sur le piano. Je ne suis pas super enthousiaste, OK. Dylan Strome. Non. OK. Mathieu Belchambert. Question pour Simon et Mathias. Boston, il y a 2 ans, ont été lamentables dû aux blessures à des joueurs clés et Swayman qui a déçu. Ils ont fait quelques ajouts l'été suivant et ont participé aux séries cette saison. Si Toronto fait des changements cet été, peuvent-ils rebondir et faire des séries l'an prochain? Il y a rebondir et rebondir. Oui, Tu c'est sais, ça. Boston, si rebondir, Ben, c'est 100 points. entrer en série par 100 la points. peau des... Ben, 100 points. Oui, mais ils sont quand même entrés Ouais, en ouais. série par la petite porte. Ouais. Puis ils ont perdu au premier tour, même si ça a été une bonne série contre Buffalo. Ça, c'est rebondir. Moi, je dis que c'est pas impossible. C'est sauver la parce- face. Moi, je dis que c'est pas impossible parce que tout a mal été à Toronto l'année oui, passée. oui. Puis après ça, il y a eu comme un laisser-aller. Alors, ça serait pas surprenant qu'ils rebondissent, mais rebondir pour devenir dangereux Ouais. en série, à moins là, qu'il se passe des miracles dans les prochaines semaines, la réponse est non. Mais je dis qu'ils vont probablement faire les séries. Tu penses, toi? Probablement. Ça se peut. Ouais. Ben, puis Ottawa les fera pas. Oui, c'est ça. Fait que Toronto va Ouais, les faire. ouais. Alfred Kralik. Est-ce que Snake pourrait comparer Gavin McKenna et Patrick Kane en tant qu'espoir? Je fais signer car Kane était un autre ailier qui jouait en périphérie et qui a été repêché premier au total. Oui, je pense que la comparaison, elle s'arrête à 2 points. Ce sont des alliés de moins de 6 pieds et qui jouent en périphérie. Mais moi, je me rappelle de Patrick Kane avec les Knights de London. Je trouvais beaucoup plus travaillant et dynamique que McKenna. Dynamique. Ouais. Dynamique que McKenna. Alors, je dirais que la différence, elle est là. Les mains sont les mêmes. La vision du jeu, c'est pareil. Mais Kane, c'était un petit bulldog, là. Sam Sinkus. Question pour le Snake. Peux-tu comparer McTavish et Beniers et lequel conviendrait le mieux aux Canadiens? Ben, pour moi, c'est Beniers. Beniers est plus rapide quand même. Ouais, il est même plus, si c'est il est pas- plus rapide, il est plus créatif, il est plus travaillant. Ouais, c'est pas un grand centre. Non, c'est plus pas un grand offensif, centre là. non plus, mais je pense qu'à Seattle, il était un peu pogné. Je pense qu'un Beniers avec Demidov, mettons, puis un autre allié qui a de Ouais. l'allure, ça pourrait donner plus de points. Quoique, j'ai jamais vu Beniers comme un gars de 80-90 points, mais il pourrait faire mieux qu'à Seattle. Tu sais, il a quand même sorti dynamiste, le gars. McTavish, l'affaire, c'est qu'il patine pas. Puis, à 7 millions, regarde, je le prendrais à McTavish, mais je donnerais moins pour McTavish que pour Ben, il y a une raison pour laquelle McTavish est sur le marché et Beniers Voilà. ne l'est pas. Hein. Voilà. Thomas C. On parle souvent de plafond et de plancher. Avez-vous des exemples d'espoirs qui avaient un plancher dit très haut à leur année de repêchage et qui ont finalement été des flops? Oui, alors j'ai pris des joueurs qui ont été choisis dans le top. Hein. Je n'ai pas pris Ah des ouais. joueurs choisis de 20e, parce Non. que 20e, C'est sûr. la chance de flop est beaucoup plus élevée. J'en ai choisi 3. J'ai choisi en 2012 Griffin Reinhart, qui a été choisi 4e. On parlait de lui avec un plancher très élevé, dans le sens que personne ne voyait un grand plafond pour ce gars-là, mais on voyait un solide défenseur défensif, comme on voit en ce moment chez les champions de la Coupe Stanley, et puis chez les équipes dans les dernières années, et il n'est pas devenu ça. Il est devenu finalement même pas un joueur de la Ligue nationale. Un autre qui avait un plancher assez élevé, Aiden Fleury, 7e rang, 2014. Lui aussi, on voyait un joueur quand même, peut-être pas un joueur étoile, mais on se disait, ben, dans le pire des cas, ça fera un bon top 4. Ouais. Il n'est même pas devenu un bon top 4. Et chez les attaquants, Lias Anderson, repêché par les Rangers en 2017, qu'on ne voyait pas nécessairement comme un grand joueur offensif, mais qu'on voyait certainement comme un solide joueur de troisième trio. C'était son plancher.
Et finalement, c'est un autre qui n'a jamais fait sa place dans la LNH. Alors, c'est 3 exemples de joueurs avec des planchers assez élevés. Ben, il y en a un que tu n'as pas mentionné. Là. Qui avait un plafond élevé, mais un plancher élevé, c'est Nolan Patrick. Oui, je ne l'ai pas mentionné parce qu'il a été blessé. De la Ligue nationale. Oui, c'est parce qu'il a été blessé. Okay. Mais sinon, je l'aurais mentionné. Okay. François P. En supposant que les équipes aient toujours leur choix, qui serait gagnant dans cet échange? Les Sharks échangent leurs 5 premiers choix à partir de 2027 contre les 5 premiers choix du CH à partir de 2027. Oui, ben c'est très hypothétique, mais finalement, la question est... Qui va être le meilleur? Oui, c'est ça. Alors, j'aime bien la façon dont la question a été posée. Moi, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que tu en penses. Toi, Mathias et Pag, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux dire... Oui, vas-y, Pag. Tu me dis. Il y a les questions aussi d'environnement et de circonstances. Oui. Je pense que les Sharks ont plus de chances d'atteindre le carré d'as régulièrement. Ouais. Donc, d'avoir des choix en fin de premier tour en évoluant dans la Pacifique. Oui, sauf que ça peut changer ça aussi dans les 5 prochaines années. Oui, mais je pense que donc, je prendrais plus les choix du Canadien que ceux des Sharks. Donc, je pense que les Sharks vont avoir plus de succès. Ah, donc, ils devraient échanger leur choix contre ceux du Canadien. Ouais. OK. Toi, Pag? Ben, c'est vrai que la question, en mentionnant 2027, parce que... Oui, 2027, c'est après la saison qui s'en vient. C'est que ça donne le temps aux Sharks d'être bons. Là. Intuitivement, sinon, j'aurais pris les Sharks directement. Là, c'est un passé si bien, mais je reste avec les Sharks dans mon instinct. OK. Moi, si je suis Canadien, donne-moi les choix des Sharks. Ah oui, pourquoi? À cause de 2027. Alors, même si les Sharks décollent en 28, 29... pas si bons que ça en 2027? Ben, d'après moi, là, admettons que les... Moi, je pense que les 2 clubs vont être bons jusqu'en 2027, 28, 29, 30, 31, jusqu'en 2031. Mais je pense que l'année prochaine, le Canadien va être meilleur que les Sharks. Puis après ça, ben, tu sais, que le Canadien est le 24e choix, puis que les Sharks, c'est le 29e, on s'en fout. Mais l'année prochaine, peut-être que le choix des Sharks pourrait être le 14e, exemple, ou le 16e. Alors, pour cette raison-là, je prends... si je suis Canadien, je vais les choix des Sharks. En même temps, avant la saison dernière, on ne pensait pas que le Canadien atteindrait le carré d'as et les Sharks peuvent nous surprendre l'an prochain. Oui. Ah, c'est sûr. Ils pourraient très bien atteindre le carré. Tu me demandes de... Mais si tu me demandais qui va gagner la Coupe dans les 5 prochaines années, entre Canadiens et Sharks, peut-être que ton point, que les Sharks ont le chemin moins difficile, oui. Mais moi, je te parle au point de vue choix. Moi, je pense que ça va être tous des choix très lointains, dans tous les cas, mais le choix des Sharks en 2027 pourrait être un petit peu meilleur. Mais ce que je te dis, c'est qu'ils pourraient surprendre puis atteindre le carré d'as l'an prochain. Sait-on jamais. Ouais. Ah, ça va dépendre de ce qu'ils font cet été, parce que la défensive est vraiment pas C'est sûr. Le problème avec le Canadien, c'est la profondeur au centre. Là. Imaginez que Suzuki se blesse, le Canadien est dans... Capanet. C'est un point. C'est un point, Pac. Bon point. Thomas C. Il se blesse jamais, Suzuki. Je sais. Comment va vieillir le contrat de Darren Radish avec les Leafs, selon vous? Bien, Radish, d'un côté, il y a moins d'usure. Hein? Les pneus sont moins usés parce que c'est un joueur qui n'est pas dans la Ligue nationale depuis longtemps. Alors, c'est pas un gars qui se fait rentrer dedans depuis l'âge de 18 ans dans la LNH. Mais en même temps, 8 ans pour un joueur de 30 ans, c'est très long. Regarde. Écoute, c'est drôle ce que je vais te dire. Checo sera plus là, anyway. C'est drôle ce que je vais te dire, là. Ouais. C'est un affreux contrat. Oui. Puis j'aurais probablement fait la même chose. Non, oui, parce que Toronto n'a pas de choix de première ronde en 27-28. Mais moi, sais-tu qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais appelé Boston-Philadelphie, puis j'aurais dit, qu'est-ce que vous voulez pour me redonner mes choix? Ouais. Puis si ça avait coûté Nylander ou quelque chose comme ça, j'aurais dit OK, puis moi, j'aurais reconstruit. Ben bon, je suis un reconstructeur. C'est un auditeur qui nous avait donné l'idée. Je pense que oui. Oui. C'est un auditeur qui en avait parlé. Oui. Et moi, étant un reconstructeur notoire, ben c'est sûr que j'aurais fait ça. Simon R. Situation hypothétique. Les jumeaux Rock exigent de jouer dans la même équipe. Lorsqu'une équipe va repêcher Liam, est-ce que les autres équipes vont se montrer bons joueurs et laisser cette équipe repêcher Marcus? Ou un club pourrait se montrer ratoureux et menacé de repêcher Marcus afin de forcer un échange de choix de repêchage? Ben, pourquoi pas? C'est ça la compétition entre les équipes. On sait qu'il y a un précédent. En 1999, les frères Sedin ont été repêchés 2 et 3 et il a fallu qu'une équipe collabore avec Vancouver pour que Vancouver obtienne un choix top 3.
Cependant, les frères Rock, c'est pas le même impact prévu que celui des frères Sedin. Non. Alors, je pense pas qu'une équipe nécessairement mette les bâtons dans les roues, mais peut-être que l'équipe qui va repêcher Liam, qui d'après moi va sortir avant Marcus, pourrait très bien appeler l'équipe en question et dire « Hey, veux-tu faire un échange de choix? » Mais ça ne sera pas quelque chose vraiment de... Je pense pas qu'il y a personne qui... Ça ne sera rien de comparable à 1999. Mais non, c'est sûr. Simon R, est-ce que c'est Simon le rat? Ou... Oh, je sais pas. Coudon, il y a tous des... comment ça fait qu'ils ont tous des... Alex F, Jérôme S, Martin D, Louis c'est P, comme c'est une ça. nouvelle mode ou quoi? Ouais, je ne sais pas. Je pense sais que ça pas. dépend Tu de la parleras encore au plateforme, TV parce que toi, tu as l'air obsédé par ton histoire Non, pas de obsédé. nickname. Puis de... Non, mais tu as une Sur YouTube, fixation ils mettent pas là-dessus. leur nom complet, Ok, mais c'est sur la correct. plateforme... Non, mais c'est juste particulier. OK, là. c'est YouTube, Non, c'est Galing-Galang, mais, puis là, ben, Simon, là, c'est Alex F. Non, je m'insurge pas. Je trouve juste ça amusant que tout d'un coup, Oui. sur une page au complet, il y a Oui, juste je sais, mais je pense que ça te gosse, Mathias. Bon. C'est toi que ça gosse. Non, moi, tu me gosses, mais moi C'est les ça, auditeurs c'est ça me que je dis, gossent je te pas. gosse. Les auditeurs me gossent pas. Ben non, ils me gossent pas. J'adore les auditeurs. Puis tu penses-tu que je les adore pas? Ben oui, je sais que tu les adores. Bon, Alex F. Oui. Oui. Question pour Simon. Si tu vivais en dessous d'une roche, Ah, ben, t'es pas loin. tu n'as jamais entendu parler de Gavin McKenna et tu analyses ce joueur froidement sans connaître le buzz que ce joueur a sur lui. Le choisirais-tu tout de même premier? Intéressant comme question. J'ai eu Stenberg sur ma liste premier à peu près toute l'année, mais je me suis rallié derrière McKenna à la fin de la saison. Pas nécessairement à cause du buzz, mais parce que ce que j'ai vu et le potentiel en bout de ligne. Est-ce que tu me dis, est-ce que Gavin McKenna pourrait faire partie du 50% des joueurs choisis premiers qui ne deviendra pas le meilleur joueur du repêchage? Je te dirais que oui, c'est très possible, mais pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, moi, quand je regarde jouer Gavin McKenna, c'est quand même lui qui a... C'est lui le top. Là. Tu regardes les mains, tu regardes le sens du jeu, je peux pas passer à côté. Mais j'ai des petites réserves. Puis pour ma culture à moi, Oui. est-ce que tu considères son talent actuel ou sa projection de talent? Son talent actuel. Son talent actuel. C'est ce que je vois en ce moment parce que ouais, la projection, c'est que j'ai de la misère à trouver quelqu'un d'autre dans ce repêchage-là en ce moment, avec l'information que je possède maintenant, qui peut faire 90-100 points. Mais un Stenberg avec Celebrini, on ne sait jamais. Je comprends. Jérôme, On s'en parlera lundi prochain, d'ailleurs. Ouais. Oui. Si c'était remettre abouti avec Celebrini, là, peut-être que je vais changer mon fil d'épaule. Ouais. Jérôme S. La NCAA a légiféré dernièrement sur l'âge d'admissibilité des joueurs. J'ai entendu toutes sortes d'interprétations du règlement. Pourriez-vous clarifier le changement et l'impact entre CHL et NCAA? OK, je vais essayer de le clarifier le plus clairement possible. On va expliquer le règlement, puis ensuite, on va voir l'impact. Bon, maintenant, un joueur qui rentrait dans l'NCAA, il y avait 4 ans pour jouer. Fait que tu rentrais à 18, tu avais 4 ans, tu rentrais à 21, tu avais 4 ans. C'est ce qui fait que des fois, il y a des joueurs qui se retrouvaient qui avaient 25 ans dans certaines équipes de NCAA. Maintenant, là, le joueur, c'est très simple. L'horloge démarre. Le décompte commence l'année où le joueur s'inscrit à l'université ou l'année académique qui suit le 19e anniversaire d'un joueur. La situation qui arrive en premier, et c'est celle-là qui compte. Donc, si le joueur s'inscrit, mettons, à 17 ans, comme Keaton Verhoff, bien, il y a 4 ans. Alors, il va jouer à 17, 18, 19, 20. Point. Le joueur qui s'inscrit, cependant, à 21 ans, il a déjà perdu 2 ans. Alors, on lui donne 5 ans maximum à partir de ce moment-là. Fait que le joueur de 21 ans, il a 3 saisons devant lui et non pas 4. Alors, ce qui fait en sorte que et ça va influencer beaucoup de joueurs parce que l'an passé, il y a eu 509 joueurs de première année dans l'NCAA. Parmi eux, un petit peu plus que la moitié, 261, avaient 21 ans. Donc ça, c'est des gars qui pouvaient s'attendre à jouer un solide 4 ans, 21, 22, 23, 24. Là, ça devient 3 ans pour eux autres. Fait que ça va peut-être influencer quand est-ce que les joueurs partent. Regarde, on ne le sait pas encore. Regarde, Ce qui n'est pas bon pour le hockey junior canadien. Bien, le hockey junior canadien, partir plus tôt. vois-tu, était content de ça. Ah oui? Oui, j'essaie de comprendre pourquoi, mais le hockey junior canadien était content de ça parce qu'à la base, le règlement était différent. On parlait de 18 ans au lieu de 19. Le hockey junior ne voulait pas. C'est parce que là, regarde, ce que ça va faire en sorte, c'est que ça va rajeunir un petit peu la NCAA. Mais, regarde,
tout ça, là, on en a parlé dans les meetings dans le hockey junior depuis 1 an et demi. On ne sait pas les conséquences. Il y a des gros changements avec les joueurs américains qui peuvent venir ici, les joueurs canadiens qui peuvent aller aux États-Unis, pas perdre leur admissibilité en jouant junior. Moi, je pense que ça va prendre à peu près 3-4 ans pour vraiment se faire une tête puis voir, ça a été ça l'impact. En ce moment, on ne peut que prendre c'est des devinettes en ce moment. Puis est-ce que vous pensez que la AHL va essayer d'ajouter sa masse salariale pour contrecarrer le nil money ou on pense trop loin? La Ligue américaine? Oui. Ah, c'est un bon point, ça. Parce que le nil money, qui est finalement, on paye pour le nom, l'image et l'apparence du joueur. Oui, c'est sûr que moi, j'ai entendu parler dernièrement que Michael Cage allait chercher quoi, 800 000 Sûrement. Cette année. Alors, ça, c'est un salaire quasiment de première année dans la Ligue nationale de hockey sans les bonnies. Ben oui, parce que dans Mais les s'il Ligue s'en américaine, c'est va, 80. et voilà. C'est ça. Alors, le gars, des fois, se dit, je vais aller chercher mon million dans la NCAA. Puis là, je vais être plus proche de la Ligue nationale. Ils ne m'enverront pas dans la Ligue américaine et je vais sauter. Ça, c'est un très bon point que tu soulignes. Est-ce que la Ligue américaine doit ajouter les salaires? Regarde, s'ils font quelque chose comme ça, il va falloir qu'il y ait une règle bien précise qui s'appliquerait à certains joueurs. Parce que sinon, ça va être le free-for-all. Imagine-toi, des vétérans dans la Ligue américaine qui vont chercher peut-être un 400 000 en ce moment par année. Tu sais, les bons vétérans, comme on appelle, dans la Ligue américaine vont chercher un 400 000. Puis là, il y a un petit jeune qui va arriver et va chercher 1 million. C'est sûr. Pas sûr de ça. Ouais. Marc B. Snake, je suis tombé sur ton podcast anglais la semaine dernière et ça m'a donné envie de vous soumettre un scénario. Que pensez-vous de cette transaction? Brendan Schneider contre Caden Gooley. Selon vous, quelle équipe dit non en premier? Qui dit non? Ben, Schneider, son plafond est moins élevé, mais Goulet est blessé. Voilà. Puis, tu sais, Jacob Chychrun était toujours blessé en Arizona. Oui, c'est vrai. Toujours. C'est Puis, vrai. à un moment donné, il a arrêté d'être blessé. Ouais. Je suis pas prêt encore. Schneider, c'est un joueur que je ne déteste pas, mais c'est qu'il n'a pas eu une bonne saison. Mais, regarde, si tu me forces à choisir, à cause des blessures, je prends Schneider avant Goulet. Mais, pas blessé, Goulet est un meilleur joueur. Ouais. Martin D. Le débat entre Stenberg et Reed pour San Jose m'a inspiré cette question. Est-ce que l'importance d'avoir un dynamo offensif comme défenseur numéro 1 dans la LNH n'est pas un peu surévaluée? J'ai fait une analyse des 15 derniers gagnants de la Coupe et la moyenne de points de leur défenseur numéro 1 pendant la saison est de 51. Seuls Hedman et Makar ont été vraiment dominants pour 3 coupes et les 12 autres, ce sont des défenseurs élites, mais pas nécessairement des dynamos offensifs. N'est-il pas plus sage d'avoir une brigade défensive complète et complémentaire que de transiger pour Quinn Hughes et le signer au gros prix? Tu vois, selon le gagnant de la Coupe, les partisans d'un bord ou de l'autre vont dire « j'avais raison », l'autre va dire « j'avais raison ». Fait que quand Colorado gagne, « ah, vois-tu, ça te prend un Makar ». Caroline gagne, « ah, ben, c'est correct avec un Slavin puis un K'Andre Miller ». Ça dépend comment t'es entourés. Oui, puis la Floride avec Gustav Forsling. Moi, je pense que tu peux pas dire non à un Quinn Hughes, à un Lane Hudson. Ça ne nuira pas. Mais oui, c'est comme tu dis, ça dépend comment tu les entoures. Évidemment qu'il y a un plafond salarial. Mais je pense qu'il y a moyen de bien entourer un Quinn Hughes, un Lane Hudson sans briser la banque. Et tu as quand même une valeur sûre. Tandis que essayer de former une brigade défensive un petit peu, je dirais pas bric-à-brac, mais un petit peu rapiécée, il y en a bien des équipes qui ont ça, puis ils font pas les séries. Tu sais, les Sharks l'ont fait l'année passée. Là. Les Sharks, c'était atroce. Je peux pas dire. Ils sont allés chez Klingberg, Nick Leddy, des noms. Dimitri Orlov. Mais ça n'a pas marché. Fait que, non. Donne-moi le dynamo offensif avant. Louis P. Question un peu champ gauche pour le Snake cette semaine. Comment explique-t-on des phénomènes comme Alexandre Giroux et Martin Saint-Pierre qui connaissent des saisons ahurissantes dans la Ligue américaine mais ne percent jamais dans la LNH? Le cas de Saint-Pierre est probablement plus simple en raison de sa grandeur à l'époque où il évoluait en Amérique du Nord. Mais pour ce qui est de Giroux, il avait le physique de l'emploi. Traînait-il son piano? C'est intéressant. Alexandre Giroux, c'est un nom que je n'ai pas vu sortir depuis longtemps. C'est un gars, justement, qui, dans la Ligue américaine, dans les années 2010, a été très bon. Si ma mémoire est bonne, il avait gagné un championnat de compteur. Mais à quel âge? Dans la vingtaine, avancée. Ouais. Mais je pense que, oui, il y a la question de l'âge qui est très importante. Un gars qui gagne un championnat de compteur à 25-26 ans, dans la Ligue américaine, c'est pas la même chose. Mais en général, là,
comment expliquer ça? Puis Giroud, non, il ne traînait pas sur un piano, mais souvent, c'est la vitesse d'exécution. Dans le cas de Giroud, c'était ça. Des fois, c'est la vitesse des pieds. Puis, ce qui fait en sorte que ces gars-là, je regardais, il y en avait un à San Jose, Andrew Poturalski, qui était le meilleur joueur de la Ligue américaine il y a 2 ans. Les Sharks l'ont rappelé pour 3 matchs. Il ne suivait pas. Puis, dans la Ligue américaine, c'était le meilleur joueur. Ouais. Et c'est souvent ça. C'est la vitesse d'exécution. Et ces gars-là, habituellement, ils commencent à connaître du succès dans la Ligue américaine beaucoup plus tard. Sébastien H. À la lumière de votre récapitulatif des années de vaches maigres des Hurricanes, on peut quand même dire qu'ils ont été assez ordinaires au repêchage pendant longtemps. Ma question pour Snake. S'ils refaisaient les repêchages de première ronde des Hurricanes entre 2007 et 2023, uniquement en suivant la liste de la centrale, est-ce que l'équipe aurait été meilleure plus rapidement? Tu as fait tout ça, toi? Bien, regarde, j'ai fait une petite compilation. Je suis pas allé avec la liste de la centrale. Je vais te dire pourquoi, Sébastien. La liste de la centrale, il y a 2 listes. Il y a une liste européenne puis nord-américaine. Il est temps qu'ils finissent cette affaire-là, c'est archaïque, qui réunissent les 2 listes. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai pris à la place... J'ai pris quelques années là, de vache maigre. Je suis allé en 2010 et 2018 parce que c'est vraiment là que les Hurricanes en ont arraché. Ils ont toujours eu des choix dans le top 13. Et moi, j'ai pris ce que moi, j'aurais fait. Alors, regarde, ça vaut la centrale, ça vaut n'importe quelle liste. C'est mieux que la centrale. Oui, mais regarde, il fallait que je trouve une liste. Là, j'aurais pu prendre une liste de scouting de, je ne sais pas moi, McKeans ou quelque chose comme ça. J'ai pris la mienne. Alors, vois-tu, moi, en 2010, au 7e rang, ils prennent Jeff Skinner. J'aurais pris Jeff Skinner, évidemment. Les vieux auditeurs, les plus vieux auditeurs s'en souviennent. En 2011, ils ont pris Ryan Murphy au 12e rang. Moi, j'aurais pris Matt Pumple. Alors, Matt Pumple, ça n'a pas été les gros chars. En 2012, pas de choix de premier rang. En 2013, ils prennent Elias Lindholm au 5e rang. Moi, j'aurais pris Valérie Nichushkin. Je pense que ça se vaut. En 2014, au 7e rang, ils prennent Eden Fleury. Moi, j'aurais pris William Nylander. Ça aurait été pas pire. Oui. Au 5e rang, en 2015, ils prennent Noah Hanifin. J'aurais pris Hanifin. À mon grand dame, aujourd'hui, quand je regarde ça, parce que j'avais Rantanen juste en dessous d'Hanifin. Okay. Honnêtement, je me suis trompé de ce côté-là. C'est un bon joueur, Hanifin, mais il n'était pas aussi bon que ça. En 2016, 13e rang, ils prennent Jake Bean. Moi, j'aurais pris Charlie McAvoy, qui est sorti tout de suite après. Au 17e rang, en 2017, au 12e rang, Martin Necas, qui est excellent au Colorado en ce moment, qui a été bon en Caroline, mais pas ce qu'il est en ce moment au Colorado. Moi, évidemment, cette année-là, Robert Thomas. Oui, c'était Robert Thomas, mon choix. Et en 2018, Andriy Svechnikov au 2e rang, très bon joueur, mais moi, au 2e rang, j'avais Quinn Hughes. Fait que, si ça peut répondre à ta question, est-ce que l'équipe aurait été meilleure rapidement? Je pense que oui. C'est sûr. Puis comme je t'ai dit, tu peux prendre une autre liste puis tu vas peut-être arriver au même résultat. Je n'ai pas la prétention de dire là, que je suis meilleur que toutes les listes, mais au moins, ça te donne un genre de point de référence. Michael L. Question pour le Snake. Le Canadien a 2 groupes d'âge présentement. Le fait que le deuxième groupe vienne de l'ère Gorton Hughes, je crois qu'il mise plus sur ce groupe-là. Si c'est le cas, le Canadien devrait-il échanger certains joueurs qui ont probablement eu la saison de leur vie comme Cole? Rien ne garantit que Cole va refaire 40 buts. Là, je te laisse répondre. Je sais pas quand. Regarde, c'est parfait. J'aime les questions des auditeurs, mais celle-là, je pense que le Canadien ne voit pas ça comme ça. Okay. Ils ont Nick Suzuki, ils l'ont nommé capitaine, qui viennent d'avant ou de. Ou Caulfield, il n'y a pas une grande différence non plus là, entre Hudson, Slav, Caulfield. Mais je pense que si ça avait été fait, ça aurait été fait à l'arrivée de Gorton Hughes, parce qu'habituellement, quand une nouvelle direction veut éclairer les joueurs, ça se fait rapidement. Ils ont donné un nouveau contrat à Cole Caulfield. Oui, mais il n'y a pas un écart non plus de 8-9 ans. Là, entre ça, c'est deux, vrai. Là. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais est-ce qu'à un moment donné, pour brasser la soupe, tu peux échanger des joueurs? La réponse est oui. Il y a des clubs qui l'ont fait. Ouais. Regarde, la fameuse échange, Necas, Stankoven, puis Rantanen, les 3 échanges qui ont été faits. Tu peux brasser la soupe à un moment donné. Je sais que les gens sont très attachés aux joueurs, je le dis souvent, mais j'ai rien contre l'idée de brasser la soupe si tu crois qu'un joueur a une valeur X et qu'on te l'offre. Ouais. Bon. Guillaume D. Il me semble que dans un épisode récent, vous aviez calé que Darren Raddysh allait signer avec les Leafs. Je suis impressionné par la justesse de la vision. Qu'est-ce qui vous a amené à penser ça et êtes-vous découragé de l'organisation de Toronto? Écoute, j'ai répondu tantôt. Oui, c'est que c'est un affreux contrat, mais j'aurais fait probablement la même chose parce qu'il ne fait pas couler puis ils ont besoin de défense. Voilà. On termine avec Alex B. Snake,
Qu'est-ce qui explique que Matthew Barzal a été repêché seulement au 16e rang? Comment le perceviez-vous à son année de repêchage? Il occupait quel rang sur votre liste? Et plus largement, est-ce qu'un Matthew Barzal âgé de 30 ou 31 ans pourrait être l'un des ingrédients manquants pour permettre aux Canadiens d'aspirer aux grands honneurs? Je vais commencer. Vas-y, Mathias. On avait fait le clavardage cette année. On faisait le clavardage ensemble cette année-là. Oui. Et je pense, à compter du 7e ou 8e rang, tu avais le serpent qui était... OK, là, le prochain, il faut que ce soit Barzal. Ouais. 9e, hey, là, il faut que ce soit Barzal. 10e, il faut que ce soit Barzal. 11e, il faut que ce soit Barzal. Ben, garde, Mathias, ma liste est encore sur Internet. Ouais. Je vais te donner ma liste. Fait que tu vas voir où est-ce qu'il est, Barzal. Et ça, on va s'amuser. Alors, mon top 10, McDavid 1, Eichel 2, Marner 3, Hanifin 4, ça c'était mon erreur, Matthew Barzal 5, Mikko Rantanen 6, là 7 et 8, je suis moins fier, Denis Gurianov et Evgeny Svetnikov, le frère de l'autre, mais je suis revenu quand même à 9, Carl Connor, 10, Brock Besser. Bon. Donc, je pense que c'est quand même un top 10 intéressant. C'est une belle liste. C'est une belle liste, mais pour répondre à ta question, j'avais Barzal 5. Et encore une fois, si on avait la liste de toutes les équipes publiques, Ouais. on capoterait. Et c'est pour ça que des fois, tu sais, admettons qu'on arrive à mon choix, puis que mon choix, c'est Barzal. Ouais. Wow! Toute une chose. Mais admettons qu'on arrive à mon choix, puis mon choix, c'est Evgeny Svetnikov. Ouais. Ah, Snake a fait un mauvais repêchage. Mais Voilà. une équipe qui regarderait mon top 10 dirait, ben, c'est quand même pas mauvais. Ben, c'est ça. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de joueurs là-dedans qui ont surperformé leur rang de sélection Exact. dans mon top 10. Hey, Simon, merci beaucoup. Hey. Pierre-Alexandre Girard, Merci les gars. il nous en reste une lundi prochain, après Yes. le repêchage et peut-être de nombreux échanges. Et tout Yes. un.